Loïc Hervé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur Union centriste de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat. On va revenir avec vous sur deux actualités aujourd'hui au Sénat. Le vote du texte sur les polices municipales et puis l'examen de votre texte sur les campements illicites des gens du voyage. Mais d'abord, on regarde les unes de la presse régionale. Et justement, les polices municipales sont à la une de nos quotidiens régionaux. C'est la une de Ouest France. Jusqu'où étendent les missions des policiers municipaux ? Le Sénat qui vote ce mardi sur l'élargissement des pouvoirs des policiers municipaux qui pourraient réprimer de nouvelles infractions. Et c'est pas sans poser des questions financières et juridiques. La deuxième une, c'est celle du Dauphiné. Ces milliards que l'État va récupérer avec la fin des concessions d'autoroutes prévues entre 2031 et 2036. L'État espère pouvoir empocher plusieurs milliards de plus par an. Une manne qui pourrait servir à d'autres infrastructures de transport. Et puis la dernière une, celle de Presse Océan, exercice de guerre à Saint-Nazaire. Dans le cadre de l'opération Orion qui a commencé dimanche, une coalition internationale s'entraîne à résister à une agression. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? Je vais choisir non pas par chauvinisme, mais celle du Dauphiné. Parce que c'est votre presse locale. C'est mon quotidien favori. Cette question des autoroutes, elle est très importante et depuis longtemps. La manière dont l'État a concédé à des opérateurs privés la gestion des autoroutes est, à certains égards, quelque chose de purement scandaleux. Ça a été dénoncé il y a quelques années par François Bayrou, il y a une vingtaine d'années, au moment où Dominique de Villepin a choisi ce mode de gestion. Vincent Delahaye, dans mon groupe, a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et donc, il est utile de regarder, évidemment, les milliards que l'État va récupérer, mais surtout de mettre à jour la manière dont l'État concède les autoroutes françaises. On a la chance d'avoir des autoroutes qui sont en bon état, entretenues par des sociétés qui sont des sociétés tout à fait honorables. Le problème, c'est la manière dont on contractualise et dont l'État vérifie la manière dont les choses sont faites. Et puis, il y a quand même la question des tarifs, qui est une question aussi qui doit être interrogée quand on voit que dans d'autres pays d'Europe, le fait d'emprunter une autoroute est quand même beaucoup moins cher. On va parler de l'actualité au Sénat. Double actualité. On commence par les polices municipales. Le texte qui renforce les pouvoirs de ces polices municipales sera donc soumis au vote cet après-midi. Il a été quelque peu modifié par le Sénat. Est-ce qu'il en sort un bon texte, selon vous ? Oui, il en sort un bon texte parce que c'est un équilibre qui est toujours recherché par le Sénat entre l'objectif qui est celui du gouvernement, qui est porté par le ministre Nunez, et aussi la réalité du terrain. Les polices municipales, dans le continuum de sécurité, pour reprendre une expression chère à Gérald Darmanin, à l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur, les polices municipales jouent un rôle absolument important, beaucoup plus important qu'il y a 10 ou 20 ans. Et donc il faut reconnaître et adapter le mode d'intervention des polices municipales, sans en faire les adjoints du procureur de la République, sans en faire forcément une troisième force de sécurité intérieure. C'est bien une police municipale, c'est la police du maire, c'est le bras armé de la politique qui est voulue par les élus locaux. Donc il faut bien garder cette spécificité-là, cette caractéristique propre, mais il faut l'adapter à l'évolution de la délinquance aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas le risque justement que l'État, avec ce texte, se décharge trop sur les maires pour assurer la sécurité ? Mais on ne peut pas en même temps vouloir la sécurité des Français au quotidien et ne pas donner des pouvoirs à ceux qui en ont la charge. La gendarmerie et la police sont en charge, sous l'autorité, notamment en matière judiciaire, des parquets, de faire un certain nombre de missions. Puis il y a des missions du quotidien, de sécurité, qui doivent être, dans un certain nombre de secteurs urbains, j'entends, d'avoir une mission qui est une mission importante. Assurer la sécurité, ça reste le rôle de l'État. Est-ce que là, ça ne va pas mettre trop de pression sur les maires ? Mais en matière de police, vous savez que le maire est un agent de l'État. Et que les polices municipales, sous l'autorité du maire, ce sont bien des personnes qui concourent à la sécurité des Français. Il ne faut pas forcément opposer. Moi, je suis très vigilant à ce qu'on n'aille pas trop loin et que ce ne soit pas, évidemment, l'État qui prenne la main sur les polices municipales, mais au travers du maire, on va avoir des municipales dans quelques semaines, c'est bien aux équipes municipales et en particulier aux maires de définir les politiques qu'ils entendent mener sur leur territoire. Autre question de ce texte, c'est la question de l'armement des policiers. Est-ce que là aussi, il faut s'inquiéter d'un problème de formation ? Moi, j'étais maire il y a 18 ans d'une police municipale armée. Je pense que c'est un outil de protection des agents et d'intervention, malheureusement, qui est en leur possession. La question de la formation est fondamentale. Et la question notamment du tir, d'entraînement, est une question très importante parce que c'est pas
n'importe quoi que d'avoir un revolver dans votre poche, enfin, sur votre flanc. Et donc, oui, la question est centrale. Mais moi, je ne remets pas du tout en cause la question de l'armement des policiers. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mais est-ce que ce texte, il encadre suffisamment la formation? Est-ce qu'il rassure forcément? Il contribue à développer la formation des agents de police municipale, y compris quand ils sont armés. Donc il va dans le bon sens. Autre question, il y a beaucoup de pouvoirs qui sont laissés à la main du maire dans ce texte. Est-ce que du coup, il y a des risques d'inégalité territoriale? Mais il y a des inégalités territoriales dans le domaine de la délinquance. Vous avez des territoires français qui sont plus ou moins sûrs. Et pour faire face à cette insécurité, je parlais de l'urbain, mais je peux aussi parler du rural, dans lequel il y a aussi des incivilités que l'on connaît, eh bien, il faut adapter les choses. Donc, vous savez, cette espèce d'idée de jardin à la française, très rectiligne, dans lequel on aurait des mesures nationales. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait une boîte à outils à la main des maires et que les maires puissent choisir ce dont ils ont besoin. D'avoir une police municipale, de ne pas en avoir, de l'armer, de ne pas l'armer, ou de doter ces polices municipales de prérogatives spéciales pour répondre à cette question centrale. Vous avez commencé votre émission là-dessus, Oriane, hein. Est-ce que la sécurité, priorité des Français? Eh bien, répondons-y, et le Sénat, avec cette proposition de loi, et aussi avec la suivante, sur les gens du voyage, essayera d'y répondre. Et justement, on va en parler de la suivante, puisque c'est un autre texte examiné cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Comment lutter contre les installations illicites de gens du voyage? La proposition de loi transpartisane que vous avez co-signée est examinée donc cet après-midi. Les signataires de ce texte font plusieurs constats, notamment que le besoin de terrain aménagé est de plus en plus important, mais que cette charge financière est lourde pour les communes dans un contexte budgétaire déjà tendu. Et enfin, que les mesures existantes ne sont pas suffisantes pour lutter contre les installations illicites. Du coup, pour répondre à ces observations, quelles sont les mesures que propose ce texte, Guillemette? Alors tout d'abord, le texte affirme vouloir renforcer les possibilités d'accueil et pour cela, il assouplit les obligations des communes et facilite les possibilités de financement. Par exemple, il allonge de 2 à 5 ans le délai dont disposent les communes pour se conformer à leurs obligations. Il leur permet aussi de comptabiliser les aires d'accueil permanentes dans les quotas de logements sociaux. Alors, monsieur le sénateur, ce sont des mesures donc présentées comme renforçant les possibilités d'accueil, mais les opposants au texte vont vous accuser au contraire de les diminuer, puisqu'elles diminuent les obligations des communes. Il y a 25 ans, 26 ans, ce pays se dotait de la loi Besson. Loi qui était censée équiper le pays, permettre l'accueil des gens du voyage. On peut se constater, sans faire de politique politicienne aucunement, que cette politique publique ne fonctionne pas ou dysfonctionne de manière très importante. Aujourd'hui, les stationnements illicites des gens du voyage dans nos territoires sont légion et posent des problèmes énormes aux populations, aux habitants, parce que c'est très compliqué de vivre à côté d'un campement illicite des gens du voyage, et aussi aux maires. Donc l'idée, c'est d'assouplir suffisamment les mesures pour que les obligations des communes soient remplies, au mieux, on pourrait revenir d'ailleurs sur la loi Besson, et aussi de renforcer les pouvoirs de coercition pour mettre un terme à ces installations illicites qui révèlent... Oui, mais ce n'est pas la question. Là, c'est présenté comme une mesure en faveur des aires d'accueil. Au contraire, ça les réduit plutôt. Non, ça permet aux collectivités de les réaliser. C'est bien ça le sujet. C'est comment est-ce que dans un schéma départemental, vous créez des obligations aux collectivités et comment vous donnez aux collectivités le pouvoir de les réaliser. Dans une période où l'argent public se fait quand même rare et où ces investissements sont extrêmement lourds. Donc c'est plutôt favorable aux collectivités pour qu'elles puissent faire face à leurs obligations. Ça, c'est l'article 1er. Oui. Allez. Autre question? Non, on enchaîne. Il est question aussi du financement de ces aires d'accueil. Oui, le dossier législatif annonce la possibilité pour les collectivités d'instituer une taxe, un peu sur le principe de la taxe de séjour dont s'acquittent les touristes et vacanciers quand ils vont notamment à l'hôtel. Et cette taxe financera l'entretien et la gestion de ces aires d'accueil. Et puis surtout, le texte renforce les sanctions en cas de non-paiement de la redevance dont les gens du voyage doivent s'acquitter lorsqu'ils occupent les aires d'accueil. Et désormais, en cas de non-paiement de celle-ci, eh bien, le comptable public de la commune bloquera le transfert de l'immatriculation du véhicule concerné. Et ça, en fait, c'est une mesure en clair qui va empêcher la revente des véhicules concernés. Et c'est une mesure qui est présentée comme très efficace. Alors, pourquoi cette mesure? Est-ce qu'aujourd'hui, le non-paiement des redevances était significatif? Quand vous vendez votre voiture, on va vous demander un certificat de non-gage qui va
prouver que vous avez honoré l'ensemble des amendes dont vous seriez redevable sur l'immatriculation du véhicule. Ben, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que si vous allez occuper une aire d'accueil qui est dévolue aux gens du voyage, avec votre caravane, si vous êtes vous-même de la communauté des gens du voyage et que vous ne payez pas ce que vous devez à la collectivité, eh bien effectivement, l'immatriculation de votre véhicule sera gagée, vous ne pourrez pas le vendre. Mais c'était significatif, le non-paiement des redevances ? Bien sûr. C'était vraiment... Bien sûr. Alors pas partout, fort heureusement. Vous avez les chiffres à peu près? J'ai pas de chiffres en tête, mais de mémoire, puisque j'ai été en charge de la gestion de plusieurs aires de gens du voyage dans mes fonctions précédentes. C'est régulier que vous avez des personnes qui partent de leur stationnement. Là, on est sur le stationnement licite, hein. Oui. On est dans les aires d'accueil, et qui partent sans payer, sans parler d'ailleurs des dégradations des aires d'accueil, qui sont aussi un phénomène extrêmement préoccupant. Et la proposition de loi, elle prévoit aussi plusieurs mesures pour stopper ces installations illicites. Justement, notamment en les anticipant davantage. Alors jusqu'ici, la loi prévoyait que seuls les groupes de plus de 150 personnes, 150 caravanes, notifient leur arrivée auprès du préfet. Désormais, cette obligation, vous le voyez, s'applique aussi aux groupes plus petits à partir de 100 caravanes. Puis ensuite, il s'agit de rendre les mesures déjà existantes plus efficace, par exemple en faisant en sorte que l'interdiction de stationner entraîne automatiquement le déclenchement de la procédure d'évacuation. Il est aussi prévu que cette procédure d'évacuation soit plus rapide. Elle sera désormais fixée, vous allez le voir, à 24 heures. En cas de recours, le délai de réponse de la part du juge est lui aussi raccourci à 24 heures au lieu de 48. Et puis la durée d'applicabilité de la mise en demeure est-elle allongée de 7 jours, ce qui la porte à 2 semaines. Certaines amendes sont également augmentées. Et enfin, vous l'avez dit plus tôt, en cas d'atteinte à l'environnement dans une zone protégée, les évacuations pourront être déclenchées sans mise en demeure. Monsieur le sénateur, cet après-midi, les sénateurs LR vont proposer de durcir les sanctions jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si des dégradations notamment sont commises. Est-ce que vous êtes en faveur de ces mesures ? Je suis d'abord en faveur des mesures de la proposition de loi puisque j'en suis l'un des auteurs. Oui. Je suis aussi favorable à ce que l'on renforce la coercition sur les installations illicites, tant je suis persuadé que les manquements sont tels qu'ils mettent en évidence l'incapacité des préfets, des forces de sécurité intérieure, voire des élus, de faire cesser le trouble à l'ordre public. Et donc, c'est vraiment... S'il y a du vote RN dans ce pays, et dans un certain nombre de nos territoires, c'est en partie dû au fait que nous n'arrivons pas à juguler cette question des stationnements illicites des gens du voyage et que nous plongeons des territoires entiers dans des difficultés considérables. Moi, dans mon département, c'est l'été 2000 à 3000 caravanes en stationnement illicite. En Haute-Savoie, c'est considérable. J'ai des zones industrielles qui ne peuvent plus fonctionner pendant des semaines. Et donc, il y a une urgence dans ce pays à constater que la loi Besson est arrivée au terme de ce qu'elle pouvait faire. Donc il faut trouver des solutions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui modifient la loi Besson. Je pense qu'il faudrait même aller beaucoup plus loin. Et d'autre part, il faut donner les capacités au pouvoir public d'interrompre ce trouble, qui est un trouble absolument scandaleux et qui est révoltant. Et de voir les parlementaires comme nous, texte après texte, revenir sur ce sujet, c'est un marronnier du Parlement, le sujet des gens du voyage, ça montre quand même que dans notre pays, nous n'arrivons pas à faire face à cette question des stationnements illicites. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années, et je pense qu'il serait temps maintenant d'avoir une politique pénale pour dire que c'est impossible que ça arrive. C'est bizarre parce que nous, on a comme voisins les Suisses qui n'ont pas cette difficulté-là. Donc on a un problème franco-français de gestion du stationnement des gens du voyage et de faire cesser ces stationnements illicites qui sont un vrai scandale républicain partout dans le pays. Donc c'est urgent que nous arrivions à des solutions pratiques. Mais du coup, vous voterez le Oui, je voterai le durcissement des sanctions au maximum. On est dans la navette. Donc l'avantage est d'envoyer un texte le plus... non pas répressif, mais le plus dur possible à l'Assemblée nationale, et qu'on ait avec les députés une discussion sur l'adaptation. Mais vous ne pouvez pas avoir des récidives extrêmement fréquentes de la part des gens du voyage, de la part de personnes que l'on connaît, et aucune réponse pénale. C'est pas possible. Je veux dire, en termes d'équité républicaine et en termes d'ordre public, il faut mettre un terme à ça.
Et le texte sera donc examiné en fin d'après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Un mot sur un autre texte, puisque Sébastien Lecornu, dans une interview à la presse quotidienne régionale dimanche, a annoncé quelques mesures, dont certaines concernent la loi de décentralisation. Il y aura finalement 3 textes, un texte de simplification, un texte de réforme de l'État et de clarification des compétences. Est-ce que vous y croyez à une vraie loi de décentralisation avant 2027 ? Le président de la République a parlé de réforme radicale le 31 décembre dans son discours des vœux. Le Premier ministre annonce un certain nombre de choses. J'ai l'impression qu'il y a une incohérence entre la volonté initiale d'un grand texte de décentralisation tel qu'on a pu le connaître sous Gaston Defferre, Jean-Pierre Raffarin. Et je pense vraiment que le pays a besoin d'un texte de décentralisation extrêmement fort. J'ai peur qu'on soit plus sur un paquet de mesures paramétriques où on va aller déplacer une compétence d'une collectivité à l'autre sans toucher le fond. Donc une loi 3DS bis, quoi. 3DS, engagement et proximité, voilà. Mais pas une réforme de fond. Il faut une réforme de fond. Mais elle n'aura pas lieu sous Emmanuel Macron. Elle n'aura pas lieu pour une simple raison, c'est que vous voyez bien la balkanisation de l'Assemblée nationale et la difficulté qu'ils ont à se mettre d'accord sur le moindre texte. Vous imaginez qu'ils vont se mettre d'accord à l'unanimité sur ou en tout cas à la majorité sur des textes comme ça. C'est totalement illusoire. Par contre, ce dont le pays a besoin, et je reprends les déclarations prophétiques à mes yeux de Jean-Louis Borloo, ce pays a besoin d'être provincialisé. Je ne veux pas dire fédéralisé parce que ça déclencherait une polémique inutile, mais provincialisé. C'est-à-dire avoir des collectivités plus grosses que les départements, moins grosses que ces immenses régions, capables d'assumer des compétences de proximité pour les Français et capables d'assumer simplement de moderniser le pays. Et cette idée de modernisation du pays, il faut qu'on l'ait vraiment en tête et cette idée d'un texte de décentralisation est une bonne idée. C'est plutôt une idée pour un début de mandat que pour une fin de mandat. Et on va continuer à parler des élus dans moins de 5 semaines. Maintenant, ce sera le premier tour des municipales, le 15 mars. Et en Loire-Atlantique, une commune n'a pas un maire, mais 2. Alors, pas juridiquement, mais dans le quotidien, ça se passe comme ça. À Théier, on va retrouver Arnaud Pajot. Bonjour, vous êtes le maire de la commune de Théier. Jérôme Squelard, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, le deuxième adjoint de la ville. Comment vous organisez au quotidien pour être 2 maires ? Arnaud Pajot. Pardon, monsieur le maire, on ne vous entend pas, monsieur Pajot. Je vais passer la parole à Jérôme Squelard, le temps qu'on règle le petit problème de son. Jérôme Squelard, vous êtes le deuxième adjoint de la ville. Ça, c'est sur le papier, ça, c'est juridiquement. Dans le quotidien, vous êtes aussi maire. Vous m'entendez, moi ? On vous entend. Vous m'entendez ? Bonjour. Alors, c'est très simple. En fait, en 2019, on était tous les 2 adjoints à l'ancien mandat et personne ne se présentait. On s'est dit, bon, on va y aller tous les 2, on va créer un bureau. Et ça s'est fait très naturellement, le binôme. En fait, on s'est dit, on est vraiment là pour l'intérêt collectif et il faut que les gens aient une réponse au quotidien. Donc, il y a toujours l'un ou l'autre ou les 2 qui sont présents en mairie. Et comment vous fonctionnez au quotidien ? Il n'y a pas le bureau du maire, il y a le bureau des maires. Comment ça se passe pour vos habitants ? On a un bureau l'un en face de l'autre et on travaille. Alors, en fait, il n'y a pas de répartition de tâches. C'est un point important. C'est vraiment, on est sur tous les dossiers chacun pour savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on croise quelqu'un dans la rue, on sait de quoi on va parler. Et les gens ont pris, les habitants de Théier ont pris le pli. Ils nous appellent tous les 2 monsieur le maire. Alors, pour qui, pourquoi, ça s'est fait très naturellement. Et on est vraiment là pour l'intérêt collectif. Et je rajoute le fait qu'on a aussi une super équipe municipale, une super équipe d'agents. Ce qui fait vraiment un tout qui permet un fonctionnement en binôme. Vous en êtes arrivé à décider ça. C'est aussi une manière de lutter contre l'épuisement des élus. On sait que la tâche est ardue. Tout à fait. On se rencontre le soir, souvent on est tous les 2 à 21h en mairie. On se dit c'est vraiment bien d'être à 2 pour prendre des décisions. Et on se rend compte que on rencontre des maires qui sont souvent tout seuls. On en a rencontré une réunion une fois, il était à son 4e burn-out sur 6 ans. C'est vrai que des fois c'est pas simple d'être tout seul, donc c'est vraiment un confort d'être à 2. Louis Carvé.
Est-ce que c'est une bonne solution finalement? Moi, je suis très touché par cette expérience parce que le maire français, c'est vraiment l'héritage napoléonien. C'est-à-dire la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne qui est à la fois le patron de l'exécutif, le président du délibératif et qui, en ses mains, concentre l'essentiel du pouvoir. Et moi, je trouve que ce genre d'initiative est tout à fait à saluer parce que plus il y a de collectifs et plus il y a de partage possible, mieux ça se passe en fait dans la réalité. Dans beaucoup de communes, il y a un tandem maire-premier adjoint. Moi, je suis toujours élu municipal dans ma commune, et Chantal qui est maire, Pierre qui est premier adjoint, crée un binôme. Après, il y a le bureau municipal avec les adjoints, le conseil municipal où nous sommes 29. Mais c'est touchant parce que c'est une réponse aussi au fait que les compétences du maire ont énormément évolué ces dernières années et qu'il faut pouvoir répondre aux souhaits des habitants. Donc je pense que c'est une manière aussi, sans surcharger une seule personne qui pourrait aller jusqu'au burn-out, le fait de partager le pouvoir, c'est important. Après, en droit, il n'y a qu'un maire dans une commune, bien évidemment, mais ça, ils le savent, je ne vais pas leur rappeler. Mais la pratique quotidienne du pouvoir, c'est quelque chose d'important, et le fait de le partager, ça ne peut rendre que plus intelligent. Arnaud Pajot, on vous a retrouvé, on vous entend. Hein. Oui. Alors, officiellement, vous êtes le maire de la commune, mais ça aide d'avoir plus qu'un adjoint, d'avoir un co-maire, finalement? Oui, on a organisé les choses pour simplifier, pour être pragmatique, opérationnel le plus rapidement possible. Et ça va au-delà de la fonction des maires. C'est véritablement aussi l'organisation qu'on a essayé de créer depuis le début du mandat avec l'ensemble de l'équipe, des adjoints, et comment on communique les informations pour être encore une fois le plus près possible de la réalité et du besoin des administrés. On est dans une dynamique qui nous permet de gérer mieux le stress au quotidien, parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est effectivement devenu de plus en plus compliqué. On a un petit peu d'expérience, puisque Jérôme et moi, on était déjà adjoints, et on a bien vu que sur ce mandat, ça s'est complexifié. J'entendais tout à l'heure des propos sur la simplification. Effectivement, nous, on est tout à fait prêts à simplifier plein de choses, parce que le quotidien est devenu très lourd, et notre binôme permet de pallier dans une certaine mesure à simplifier un certain nombre de démarches, et en tout cas être au plus près de la réglementation, des normes qui arrivent sans cesse, et essayer de comprendre comment tout ça marche. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Arnaud Pajot, maire de Theillé, Jérôme Squela, qui est deuxième adjoint, mais qui est également maire, on l'aura compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de votre expérience. On termine avec l'actualité dans votre département, dans votre région. Loïc Hervé, d'abord on va parler des JO, puisqu'on est en pleine période des JO à Milan-Cortina. Les prochains seront organisés dans les Alpes françaises, et on voit des problèmes, notamment au sein du comité d'organisation, avec plusieurs démissions. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette crise ? 1, pour l'image de la France, et 2, pour l'organisation des Jeux de 2030. Est-ce qu'on sera prêt ? Alors la France est un pays d'organisation de grandes compétitions sportives. Inutile de rappeler la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques d'été à Paris il y a 2 ans. Et nous serons évidemment au rendez-vous, parce que c'est le choix qui a été fait d'être sur différents sites de compétition et avec des collectivités qui ont l'habitude, elles aussi, communes, départements, d'accueillir des grandes compétitions internationales. Donc c'est ce qui se passe, juste petit mot, c'est ce qui se passe à Milan aussi, ce concept éclaté avec... Oui, avec Cortina qui est dans les Dolomites, donc c'est vraiment... J'imagine que vous regardez ce qui se passe. Du coup, ça vous rassure pour 2030 ? Et je vois aussi nos amis italiens de l'autre côté des Alpes faire face et être capables d'organiser cette belle compétition avec une magnifique cérémonie d'ouverture, et puis le monde qui est là, et des belles compétitions, et déjà des médailles françaises. Donc, 2030, c'est un horizon qui est tout à fait atteignable. Sur les questions de gouvernance, parce qu'elles sont importantes, il appartient à la ministre de mettre de l'ordre là-dedans. Parce que la compétition est accueillie par la France, et donc le comité d'organisation doit être donc il faut taper du poing sur la table. Ah, absolument. Moi, l'espèce de feuilleton qui consiste à avoir toutes les semaines une démission et quelqu'un qui, en plus, se répand dans la presse en expliquant ce qui va pas. Moi, je pense qu'il est du rôle de l'exécutif, de Madame Ferrari, d'être absolument. Oui, la ministre des Sports, d'être absolument plus ferme. Non, mais non seulement plus ferme, mais si nécessaire, de reprendre la main
pour que les choses soient faites. Edgar Gros-Piron est le patron de cette organisation. Il faut que ça avance maintenant. On va pas passer l'hiver, au moment d'ailleurs où on a les yeux braqués sur Milan et Cortina, encore cette capacité bien franco-française d'avoir des polémiques, donc de l'ordre. Un dernier mot plus politique, il y avait une législative partielle chez vous en Haute-Savoie il y a 10 jours. C'est le candidat d'Éric Ciotti qui l'a emporté face au candidat... Avec le soutien du Rassemblement national. Avec le soutien du Rassemblement national face au candidat soutenu par les LR et les centristes. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Un déplacement de votre électorat vers l'extrême droite? La première chose qu'il faut y voir, c'est 70% des électeurs qui ne sont pas allés voter. Alors c'est le propre des législatives partielles, mais quand même. Ça veut dire qu'une très grande partie de l'électorat décide de ne pas aller voter. Et ça, c'est préoccupant. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, Antoine Valentin remporte cette élection avec un score important, 60% des voix, et il annonce que c'est la consécration de l'union des droites. Alors moi, dans la question de l'union des droites, comme homme du centre-droit, je pose deux questions. La première des questions, c'est qui est de droite? Et moi, je regarde les votes du groupe RN et UDR à l'Assemblée nationale, notamment dans la période budgétaire. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait une compatibilité sur les thèmes, notamment d'économie libérale et de soutien à l'activité économique, avec les votes qui ont été les leurs. Et deuxièmement, dans une prétendue union des droites, qui est le patron? Qui est le patron? Si c'est pour faire l'union des droites avec le patron qui est le Rassemblement national, non merci. C'est ce qu'ils disent, que ça doit faire derrière eux. Ben, ça ne m'intéresse pas. Et je ferai partie de ceux qui s'opposeront le plus systématiquement possible. Est-ce que si le patron est un LR ou un centriste, ça vous intéresse plus? Non, je dis simplement qu'à partir du moment où c'est le RN et que le RN n'est pas clair ni sur les retraites, ni sur les impôts, ni sur le soutien à l'économie, et que c'est un parti qui aujourd'hui puise ses origines dans un certain nombre d'idées. Je parle pas du reste. Hein. On pourrait parler de bien d'autres choses en matière de liberté publique, d'immigration, de sécurité. Je parle de la question économique. Ce parti n'est pas un parti compatible avec moi qui suis un libéral économiquement, qui veut que mon pays avance, que mon pays redevienne une puissance économique telle qu'elle doit l'être, et donc tel que le pays doit l'être. Et donc ça, c'est vraiment une question centrale. Et la question économique doit revenir au premier plan. Merci Louis Hervé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.